Interpares, c'est la 22e. Et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du dernier roman d'Isabelle Flaten, Les deux mariages de Lenka. Avant, je voudrais vous faire remarquer que j'ai un petit peu changé le cadrage. Il y a eu quelques exceptions au cadrage de cette série, mais voilà, ça se tourne dans mon bureau, à l'endroit où se trouve mon bureau. Et donc du coup, ce qui est cadré, c'est la bibliothèque. Et j'ai eu plusieurs remarques extrêmement positives et gentilles sur la collection de Pléiades, qu'on voit d'habitude. Ouais, voilà. Et ça m'agace un peu parce que du coup, personne ne se rend compte que j'ai surtout cadré, finalement, les rayons de littérature africaine, et notamment de littérature africaine en langue anglaise. C'est ma spécialité quand même. Et de temps en temps, quand même, je fais des vidéos dans lesquelles je parle de littérature africaine. Il y a encore pas longtemps, tiens, avec Traveling with Jeans de Jamal Majoub. Bon, donc voilà, donc aujourd'hui, si vous écoutez pas bien ce que je suis en train de dire, vous pouvez toujours laisser divaguer votre œil sur les volumes de littérature africaine. Mais il ne faut pas, parce qu'aujourd'hui, je parle d'un roman qui est très chouette. Les deux mariages de Lenka, d'Isabelle Flaten, c'est pas de la littérature africaine, c'est de la littérature française contemporaine, et c'est un roman qui se situe à Prague, avec un personnage principal, Lenka, donc, qui est entre ces deux mariages. Elle est veuve d'un dignitaire du régime, ou d'un petit dignitaire qui a simplement profité du système, qui a un peu dénoncé pour gravir quelques échelons, qui a joué un peu les sergents-chefs du régime communiste, et puis évidemment, tout s'est effondré, et puis en fait, il est mort aussi. Et elle se retrouve en fait aux prises avec les compromissions du passé, et notamment avec sa meilleure amie, Eva, et l'époux de celle-ci, qui ont été écrasés par le régime, et qui ont notamment été écrasés du fait d'une dénonciation calomnieuse du premier mari de Lenka, et elle ne sait pas bien comment essayer de réparer la relation avec ses amis. Et plus que les deux mariages de Lenka, le roman raconte en fait cette amitié brisée, broyée par le fonctionnement du régime, et les tentatives de Lenka d'essayer de renouer avec Eva et Marek. Et c'est d'ailleurs un passage qui est lié à ça que je vais vous lire, qui est un passage du milieu du roman. Alors, il y a bien entendu la trajectoire dans le récit d'un mariage à un autre mariage, avec dans toute la seconde partie la promesse d'un renouveau tout d'abord économique, de la réussite économique, mais aussi de la réussite amoureuse et érotique pour Lenka. Est-ce que ça fonctionnera ou pas? Je ne vais pas vous spoiler la fin, vous n'avez qu'à lire et voir un peu ce qui se passe à la fin. Est-ce que ça finit bien? Est-ce que ça finit mal? Le roman s'ouvre avec une très belle page de Lenka s'éloignant de la foule, et notamment de la foule des touristes, devant l'horloge astronomique de Prague. Moi, je n'ai jamais mis les pieds à Prague, ni d'ailleurs ailleurs en Europe centrale ou en Europe de l'Est. Et ce passage est très beau, et je pense qu'en fait, il donne le ton d'un roman qui est construit autour, bien sûr, des temporalités, d'où l'horloge astronomique. Mais c'est aussi des temporalités qui sont en permanence sur une sorte d'alternance du proche et du lointain. D'où peut-être aussi l'horloge astronomique. Bref, je vais vous lire le passage promis, page 82. Je n'ai pas précisé, ce roman est publié aux éditions du Réalgar et vous pouvez le commander dans toutes les bonnes librairies. Je signale que les librairies ne sont pas ouvertes pendant ce confinement au mois de novembre, mais qu'on peut toujours, si on travaille, si on communique avec son libraire, commander les livres et les récupérer, voire même les récupérer plus tard. Commandez ce livre. Une fois dans l'immeuble, elle dépose une bougie parfumée achetée dans la vieille ville sur le palier des Valentovi en guise de calumet d'une paix retrouvée et glisse un mot sous la porte pour les en avertir. Le remerciement est quasi instantané. 10 minutes plus tard, une furie débarque pour lui remettre sa pendule à l'heure. Si elle la salue, c'est par simple politesse de guerre lasse avec Marek, qui soir après soir tente de la convaincre d'entretenir une relation de bon voisinage, car il trouve pénible de s'inquiéter de croiser l'ennemi à chaque sortie. Si cela ne tenait qu'à elle, elle lui ferait payer son indignité jusqu'à la tombe, et à ce propos, elle n'a pas dit son dernier mot. Il n'y a aucune raison que Lenka s'en sorte sans une égratignure après en avoir démoli certains de concert avec son salopard de bonhomme. Donc, à partir de maintenant, c'est bonjour, bonsoir, compris? Tout à fait, répond Lenka. Et pour confirmation, une fois la porte refermée, elle déchire le dernier vestige de cette vipère au venin insensé, une photo prise par Marek où deux jeunes femmes semblaient soudées pour l'éternité. Puis, elle attrape Honza, lui aplatit le portrait face contre la commode et l'informe qu'à partir d'aujourd'hui, il n'existe plus. Honza, c'est le premier mari de Lenka. Elle attrape Honza, lui
aplatit le portrait face contre la commode et l'informe qu'à partir d'aujourd'hui, il n'existe plus. D'ailleurs, il a bien fait de mourir, ça lui a évité le divorce. Il lui a fallu des années pour s'apercevoir que tout ceci était de sa faute, mais elle est enfin d'essayer, c'en est terminé de payer l'addition à sa place. Au bout du compte, mort ou pas, il n'a cessé de lui pourrir l'existence, qu'il repose en culpabilisant. Encore un dernier mot, Pavla fait le tapin. Il ne s'y attendait pas à celle-là. Hein. Voilà, une idée du ton de ce livre. Et ça va aller d'ailleurs avec le livre dont je vais vous lire un extrait après, qui est très différent, mais il y a une similitude dans le ton, et dans le chronotope, mais aussi dans le ton. Alors il y avait un autre texte que j'aurais voulu lire, c'est page 116-117, mais enfin voilà, je le signale. C'était une autre lecture possible, mais je vais essayer de rester en dessous des 10 minutes, et donc sauter non pas du coq à l'âne, mais d'Isabelle Flaten à Jana Černá, je ne sais pas comment ça se prononce, ce texte traduit du tchèque par, je sais jamais, Barbora Fort, voilà ça, je veux toujours dire Barbara, mais c'est Barbora Fort, pas dans le cul aujourd'hui. Et quand j'ai lu ce livre il y a quelques années, c'est publié aux éditions de la Contralée, bien sûr j'avais fait exprès de me promener dans le bus et dans le tram avec ça, parce qu'évidemment, et ça rate pas, hein, les gens ont beau avoir l'air tous penchés sur leur téléphone, perdus dans leurs pensées, ou pas prêter attention, si vous lisez un livre, peut-être qu'on vous voit, peut-être qu'on ne vous voit pas, si vous lisez un livre dans lequel il y a écrit ça sur la couverture, je peux vous assurer que vous ne passez pas inaperçu. Donc ça fonctionnait. Et donc c'est un livre écrit par Jana Černá à son amant, en fait. C'est écrit juste avant le printemps de Prague, et c'est pour ça que je fais le parallèle, parce que le printemps de Prague et 1989, autre grand jalon de la déliquescence, de l'espoir, de l'immense utopie communiste et socialiste, sont très importants dans le roman d'Isabelle Flaten, comme là encore des sortes de jalons historiques, mais des jalons aussi de la micro-histoire, de l'histoire de la protagoniste. Et donc elle lui écrit, et c'est un livre fantastique sur la libération amoureuse. Je me sens infiniment bien, je n'ai pas la moindre idée de ce qui nous attend, je ne puis imaginer combien de temps nous sépare du moment où tout ceci portera enfin ses fruits et où tout ce que nous avons préparé pendant ces années d'étrange coexistence deviendra réalisable. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui peut encore se mettre en travers du chemin et avec quelle difficulté nous allons maîtriser et faire disparaître tout cela, mais je me sens bien. Et j'ai la certitude que tout est pour le mieux, qu'il n'arrivera rien qui ne doit arriver. Je ne peux pas te perdre, et toi tu ne peux pas me perdre. L'état des choses et ceux qui s'en prévalent n'y peuvent plus rien. Nous sommes arrivés à un tel point que c'est sûr et certain. Comment cela arrivera n'est pas de notre ressort. Je n'ai aucune intention de forcer le destin et je m'accorde le luxe de cette insouciance d'un cœur léger. Voilà, j'ai enfin trouvé le mot. Pardonne-moi de sauter ainsi du coq à l'âne. C'est l'ingénuité. Pour la première fois de ma vie, j'ai une liaison amoureuse ingénue. Et je l'ai avec toi, mon amour, je m'en réjouirais en braillant à pleine voix s'il n'était pas minuit et demi, et si je n'avais pas de voisins qui auraient du mal à le comprendre, étant dénués de relations ingénues et de toi. Je n'y suis pour rien s'ils sont pauvres, mais peut-être qu'ils n'aimeraient pas que je le leur fasse remarquer. Un extrait de ce livre, en écho interpares, en écho comparatif, intercomparatif, interparatif à Isabelle Flaten.